2019 signe l'ouverture à la concurrence sur le marché ferroviaire français, ouverture qui a pour but de réduire les prix exorbitants sur le voyage en train des moyens et longs courriers. Pourtant, en 2024, plus de 4 ans après cette annonce, il n'existe que 2 compagnies concurrentes sur les rails français. La Renfe, pour des trajets depuis Marseille ou Lyon jusqu'à Madrid et Barcelone, ou Trenitalia pour un trajet Paris-Milan. Et ces 2 compagnies, elles ont un énorme point en commun. Elles ne sont pas françaises certes, mais surtout, elles sont les mastodontes comme la SNCF de leurs pays respectifs. Pour te donner un exemple, la Renfe a été créée en 1941, quand Trenitalia a elle été créée en 1905. Pourtant, ce ne sont pas les projets d'innovation qui manquent. Il y avait des super idées et certains groupes privés ont essayé. Ils ont même levé des millions et des millions d'euros avec succès et ils avaient des projets béton, comme Railcoop, ou encore la start-up Midnight Trains par exemple, qui elle avait prévu de révolutionner les trains de nuit en faisant des véritables hôtels sur rail. Mais la réalité, c'est qu'ils se sont tous fait saboter et couper les ailes à coups de gatekeeping et de lenteur administrative. Et dans cette histoire, on a un énorme coup de chance, c'est que les dirigeants de Midnight Trains ont documenté toutes leurs descentes aux enfers dans 10 saisons de newsletters qu'ils ont nommées les Confidences. De la naissance de l'idée jusqu'aux barrières rencontrées sur leur passage, ils partagent tout à des milliers de fans pour faire comprendre la face cachée de cette ouverture à la concurrence qui semblait avoir tant de potentiel. Mais alors pourquoi en 4 ans aucune entreprise privée n'a réussi à prendre avantage de cette situation? Qu'est-ce qui fait qu'un projet aussi concret que Midnight Trains finit par mettre la clé sous la porte? Est-ce que la SNCF bloque et sabote les lancements de ses concurrents? Et pourquoi est-il si important de mettre rapidement le train au goût du jour? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, alors poinçonne ton ticket, attache ta ceinture et... Toute bonne idée part d'un rêve, et le nôtre c'est celui d'Adrien Aumont, un entrepreneur à succès aussi appelé le réenchanteur. Je pourrais vous faire une vidéo complète sur sa vie tellement elle est remplie. Mais pour te la faire courte, Adrien Aumont flirte avec les parcours atypiques. D'abord, il arrête ses études à l'âge de 14 ans. Émancipé à 16, il lance ses premières aventures entrepreneuriales dans le domaine culturel. Le cinéma d'abord, puis la télé et la pub. C'est à partir de 2007, à l'âge de 23 ans, que sa carrière prend un tournant décisif. Il commence à vouloir construire d'énormes projets. Il dit même « Avec ma cousine et son mari, nous avons l'idée de créer une plateforme pour le financement participatif. » C'est ainsi qu'en 2009, il crée KissKissBankBank. Si tu connais pas KissKissBankBank, sache que c'est une véritable réussite. Depuis sa création, c'est plus de 29 000 projets entrepreneuriaux et culturels accompagnés, plus de 175 millions d'euros de fonds collectés et plus de 3 millions de membres. Une belle réussite donc, mais alors pourquoi appelle-t-on Adrien le réenchanteur ? Parce qu'après avoir révolutionné le financement participatif additionné à son tempérament boulimique de touche à tout, il ressent le besoin de se lancer dans un nouveau projet. Il dit même dans sa newsletter, les fameuses confidences, qu'il veut un projet dans lequel il pourrait investir les 10 prochaines années de sa vie. D'abord, il envisage de développer une école à Athènes pour former les politiques et leaders européens issus de la société civile avec son ami Hervé Moreau. En 2019, et comme chaque année, Adrien doit retrouver Hervé en Grèce pour travailler une semaine sur leur idée d'école. Mais cette année-là, Hervé refuse de prendre l'avion, il dit même « Je vais désormais arrêter de le prendre pour être en adéquation avec mes idées et la nécessité environnementale. Si seulement il n'avait pas arrêté les trains de nuit dans toute l'Europe. » Et ce qui est marrant, c'est qu'un an plus tôt, en 2018, Adrien doit prendre l'avion avec sa femme. Seul problème, la veille du départ, celle dont il partage sa vie lui dit qu'elle ne peut pas monter dedans. Elle a trop peur. Ils prennent alors un train de nuit. À ces 2 événements se sont ajoutés différents signaux, comme la prise de conscience écologique grandissante, l'explosion médiatique de Greta Thunberg, les trains de nuit qui disparaissent dans toute l'Europe, et la flyscam scandinave qui s'exporte de plus en plus, c'est la honte de prendre l'avion. Tout ça a permis au rail de s'aligner dans l'esprit d'Adrien Aumont, sans mauvais jeu de mots, et ça y est, il a enfin trouvé le projet qui va dicter les 10 prochaines années de sa vie. Son rêve, réussir l'impossible, la téléportation. Comment il va s'y prendre? En révolutionnant le train de nuit. L'idée est simple, troquer les lits-couchettes inconfortables où tu dors dans des dortoirs de 6 personnes pour un véritable hôtel sur rail, où la literie est aussi bonne que dans un hôtel 4 étoiles, avec un maximum d'intimité. Et même si tu veux un peu sociabiliser, tu le peux, car ils vont mettre en place des salles-restaurants. Le tout pour relier Paris aux grandes villes européennes comme Venise, Barcelone, Londres, Milan, et ça sans exploser ton portefeuille.
L'idée, c'est pas de faire dans le luxe, mais de rendre ces trains de nuit accessibles à ceux qui ont seulement le budget de s'acheter des tickets EasyJet. D'ailleurs, c'est pas anodin si je vous parle d'EasyJet, car selon Adrien, son projet est envisageable puisqu'il est dans la même situation que la compagnie aérienne en question à son lancement. Ils ont de grandes ambitions, mais peu d'argent. Stelios, le fondateur d'EasyJet, explique même dans une interview qu'il lance sa compagnie en 1995 avec seulement 5 millions d'euros et 2 avions. Avions qui d'ailleurs ne sont même pas à lui mais loués, chose qui n'est pas du tout anodine car même des compagnies comme Air France ne possèdent en réalité que 30% de leur flotte aérienne. Mais contrairement à EasyJet, tout ne va pas se passer comme prévu pour Midnight Trains. Convaincu de son idée d'hôtel sur rail, il monte rapidement une équipe pour l'accompagner. Parce qu'un projet comme ça ne se porte pas tout seul. Il s'associe alors à Romain Payette, un génie de l'investissement et un ancien collègue à lui de KissKissBankBank. Sauf qu'après l'euphorie du début, ils vont rencontrer 3 grosses galères et ça en boucle. Trouver des investisseurs, trouver des trains et surtout faire rouler ces trains. Évidemment, dans un premier temps, il faut les fonds. Et de nos jours, le moyen le plus rapide pour avoir des sous, c'est de lever de l'argent. L'objectif, il est clair, trouver auprès d'investisseurs 2,5 millions d'euros. Pour ça, ils envoient un tas de mails à 2 catégories d'investisseurs. Des business angels, des investisseurs privés qui investissent leur propre argent. Et globalement, ils adhèrent au projet. Ils comprennent leur vision des choses et veulent mettre un ticket, ce qui signifie dans le milieu qu'ils veulent investir. Les autres types d'investisseurs visés, c'est les VCs, des venture capitalistes, aussi appelés fonds d'investissement en capital risque. Et c'est là que les difficultés commencent, car beaucoup sont très intéressés par le projet, mais refusent tout de même d'y investir. 99% d'entre eux leur disent la même chose. Votre projet est trop industriel, trop long-termiste et trop difficile à évaluer, contrairement aux startups dans lesquelles ils ont l'habitude de mettre des billets. Et c'est normal qu'ils refusent, ces gens sont des professionnels de l'investissement. Des fonds de pension, des grandes banques, des assurances leur confient d'énormes sommes pour qu'ils leur fassent gagner de l'argent. On leur confie même potentiellement votre argent. Alors ils ne peuvent pas prendre trop de risques et doivent se cantonner à des grilles d'investissement. Ils ne fonctionnent pas avec leur tripes. C'est comme ça que d'août à octobre 2020, ils n'essuient que des refus et comprennent qu'ils sont très loin d'obtenir les 2,5 millions d'euros espérés, n'ayant pour le moment réussi à lever qu'entre 300 et 400 000 euros. Face à ce constat, ils réalisent que dans leur mail, ils ont ciblé le mauvais profil d'investisseurs. Ils se sont concentrés sur trop de VC et pas assez de business angel. Ils ont besoin de gens qui voient les choses comme eux, qui partagent leurs idées et qui croient au fond d'eux que Midnight Train a tout pour fonctionner. C'est comme ça qu'ils comprennent qu'ils doivent se faire financer principalement par des particuliers. Seul problème, ils ne pourront pas espérer lever autant d'argent. Ils doivent donc réviser ce montant à la baisse en essayant de créer un nouveau narratif. C'est avec ce nouveau prisme qu'ils vont envoyer une seconde vague de mails, mais cette fois pas à des VC, mais auprès d'une centaine d'entrepreneurs cherchant à investir dans des projets qui leur parlent. Et cette fois, c'est la délivrance. Ils arrivent même à séduire Xavier Niel, fondateur de Free et gendre de Bernard Arnault. Après réflexion, ils décident d'accepter tout le monde et se retrouvent avec un total d'1,3 million d'euros. C'est 2 fois moins que les 2,5 millions espérés qui devaient servir à la construction de leur premier train, mais pour ça, ils vont très rapidement trouver une solution. Ils n'iront pas sur le marché du neuf, mais sur celui de l'occasion. Sauf que pour rappel, leur rêve c'est d'avoir un véritable hôtel sur rail avec chambres très intimistes, voire même y mettre des spas. Pour ça, il faut donc redesigner totalement les trains. Un travail colossal et très chronophage. Le problème c'est que ce travail n'est pas reproductible dans le monde de l'occasion. Ça veut dire que s'ils achètent une fois un train A, il faudra à nouveau refaire totalement le travail pour le train B. Face à l'ampleur de la tâche, leur idée déraille. Alors la mort dans l'âme et dans le portefeuille, ils se rabattent à nouveau sur le marché du neuf, mais cette fois-ci avec une nouvelle stratégie. Ils font le choix de passer par des ROSCO. Et si tu ne sais pas ce que c'est ce qu'on appelle des Rolling Stock Companies. Pour te la faire simple, c'est des entreprises de leasing. Imaginons que tu veuilles construire un train, que tu as un constructeur, le design, tout. Mais tu n'as pas les fonds pour financer la production parce que ça coûte extrêmement cher. Eh bien, tu peux faire appel à une ROSCO qui enverra dans un premier temps ses ingénieurs vérifier si ton projet de train tient la route. Et si c'est le cas, ils te proposeront de payer les frais de construction à ta place pour te faire ensuite louer le train. C'est exactement comme quand tu veux pouvoir conduire une voiture qui n'est pas dans tes moyens et que tu décides de la louer en leasing. Avec cette stratégie, ils trouvent rapidement une entreprise dans l'est de l'Europe prête et capable de construire ces trains. Et les semaines qui suivent, une ROSCO qui estime le projet assez solide pour faire une proposition.
Ça y est, après des années de recherche, ils ont enfin potentiellement des trains, mais maintenant, il va falloir les faire rouler. Pour ça, ils recrutent en 2022 leur premier employé. Oui, ça fait déjà 3 ans qu'ils travaillent sur ce projet et pour l'instant, toujours aucun train n'a été mis sur les rails. Ce premier employé, c'est un certain Nicolas Bargelès. Et il est plus qu'important dans cette histoire, parce qu'il a travaillé 4 ans dans le réseau ferré de France, puis 5 ans chez Telio, une jeune compagnie ferroviaire italienne, pour finir par 4 ans et demi à Eurostar, le TGV qui relie Paris à Londres en tant que responsable des opérations, rien que ça. Tu l'auras compris, c'est donc l'homme idéal pour penser à chaque aspect du développement de ce projet, tout en proposant des solutions pour révolutionner le milieu ferroviaire. Rapidement, il va mettre hors jeu plusieurs destinations. Parce qu'ils avaient à la base l'idée de faire 6 lignes différentes reliant Paris aux plus grandes villes européennes et finalement ils n'en feront qu'une pour débuter, une ligne Paris-Venise. Ils revoient leurs exigences à la baisse pour 4 raisons. Les locomotives, les wagons, les différentes normes entre les pays et les gestionnaires d'infrastructures. Par exemple, pour le marché britannique qu'ils visaient particulièrement pour concurrencer le fort trafic aérien, ça s'est rapidement compliqué. Tout d'abord, puisque pour se rendre en Angleterre, il faut passer par le tunnel sous la Manche, ça signifie que chaque train doit subir des contrôles de sécurité drastiques. Mais surtout, s'ils vont au-delà de Londres, ils feront face aux contraintes de gabarit britanniques. Beaucoup plus étroit que celui d'Europe continentale, il n'a pas changé depuis l'invention du ferroviaire, ou presque. Faire passer un train ayant des dimensions en adéquation avec celles du vieux continent demanderait donc de reconstruire les ponts et les tunnels. Ou alors de remettre en cause le matériel roulant qu'ils ont mis des années à trouver. D'ailleurs, le problème est similaire pour le marché espagnol, l'écartement des lignes n'étant pas le même qu'en France. Ensuite, on va parler technique, pour faire plaisir aux 0,1% de puristes de technologie ferroviaire qui regardent cette vidéo. Parce qu'il y a un problème de puissance envoyé par les caténaires. C'est ce qui permet au train de rouler et d'acheminer de l'électricité jusqu'au train. Or, entre les deux, il y a le pantographe de la locomotive. Ça, c'est le dispositif articulé qui permet à une locomotive électrique de capter le courant par frottement sur la caténaire. Le problème, c'est que si le modèle de ce dernier n'est pas adapté aux lignes empruntées par le train, on peut faire fondre le caténaire. Or, les trains sont ultra équipés, donc très lourds, ils risquent donc de faire fondre leur caténaire sur la majorité des lignes du sud, car elles ont été construites entre les années 40 et 50. Alors il existe quand même une solution. Dans un monde parfait, Nicolas dit qu'il pourrait y avoir qu'un seul type de locomotive capable de tirer derrière elle leurs wagons dans n'importe quel pays d'Europe. Tu le comprends bien, il faudra donc dans le cas présent, à chaque changement de pays, changer de locomotive. Mais ça demande énormément d'organisation et de temps. Et je parle pas d'organisation par hasard, car elle est gérée par les GI, et ça c'est notre dernier et plus gros problème. Les GI, c'est les gestionnaires d'infrastructures. En France par exemple, on a la SNCF Réseau. C'est donc les entreprises qui s'occupent de la maintenance du réseau ferré, des horaires de passage et des horaires de travaux. Et pour te la faire courte, ils ont énormément de pouvoir. Ils peuvent par exemple imposer des règles aux opérateurs de train comme Midnight Train. Même un matériel autorisé à rouler à 200 km/h sur le réseau français peut ainsi être limité à 140 km/h par SNCF Réseau. Tu dois te demander pourquoi et la réponse elle est très simple, c'est pour ne pas endommager davantage les infrastructures des vieux rails français. Et les galères, elles ne s'arrêtent pas là. Parce que oui, même si tout est rose et que tous les feux sont au vert, que t'as des trains en poche, il faut tout de même te faire accepter sur les créneaux. Gros problème quand tu veux rouler la nuit. Tout simplement parce que c'est les horaires que réservent les GI pour réaliser leurs travaux de maintenance. Et sache que échanger avec une GI, c'est ultra compliqué. Alors maintenant, imagine quand tu dois en mettre plusieurs en relation. Là, ça relève de l'impossible. Parce que oui, c'est cool si la France change de créneau pour ses travaux et te laisser passer, mais si c'est pour s'arrêter à cause des travaux faits en Italie, un peu la flemme et on se comprend. Mais ce que je trouve dingue dans cette histoire, c'est que Midnight Train trouve des solutions plus ou moins viables à leurs problèmes, alors pourquoi ils mettent quand même la clé sous la porte? Qu'est-ce qui a accéléré leur chute et qu'est-ce qui fait qu'on ne verra sûrement pas de sitôt des hôtels sur rail? La réponse, elle tient en un mot, l'argent. Parce qu'une fois qu'ils avaient tout, une entreprise prête à produire leur train, une route Paris-Venise qui commence à voir le jour, et une communauté de milliers de personnes qui n'attendent que la sortie de ces trains, les Roscoe, eux, attendaient tout de même qu'ils aient les reins assez solides pour financer les 2 premières années de ce projet. Et pour cette deuxième levée, Adrien, Nicolas et Romain pensent que ça va être une véritable partie de plaisir, parce que contrairement à la première fois, cette fois, ils ont des trains en poche. Sauf que malheureusement, les VC refusent à nouveau d'investir. La raison, c'est que ce genre de projet ne remplit pas leur grille et n'est pas dans leurs habitudes d'investissement. Le pire, c'est qu'ils avaient des dizaines de business angels qui étaient
étaient prêts à les soutenir si et seulement si un VC soutenait lui aussi la grosse partie du projet. Et c'est comme ça qu'au fil des mois, la Rosco s'impatiente et Adrien, Romain et Nico annoncent dans leur dernière confidence aux alentours d'avril-mai 2024 que le projet se meurt. Mais alors pourquoi, malgré cette tentative infructueuse, révolutionner le monde du train semble nécessaire pour concurrencer l'avion sur les longs et moyens courriers? Je te le donne en mille et simplement, ça rime avec modernité. C'est une question écologique parce que le train reste à distance équivalente 23 fois moins polluant que l'avion. Et même s'ils annoncent des avions neutres en carbone pour 2050, beaucoup de spécialistes, eux, nient cette information en prévoyant ces avions plus pour la fin du siècle. La morale que je retiens de cette histoire, c'est que même si un projet est bon, que tout le monde le valide, il peut toujours y avoir un point bloquant qui te ruine tout ton business. Et ces points bloquants, on veut tout faire pour te les éviter. Et c'est pour ça qu'on a créé Supernova, une newsletter 100% gratuite où tu reçois chaque semaine une astuce marketing testée et approuvée directement sur le terrain. Alors abonne-toi parce qu'on est déjà plus de 5000 personnes et le lien il est dans la description. D'ailleurs, si le sujet t'a autant passionné que moi, sache que j'ai énormément utilisé tout ce qui est donné dans les confidences faites par Adrien Aumont et son rédacteur. Ça aussi je te le mets dans la description parce qu'il y a plein de détails que j'ai omis et que tu peux vraiment trouver hyper intéressant. Et tu finiras par te rendre compte que malheureusement, on fait souvent plus de bruit en mourant qu'en vivant.